Un document émouvant dans quelques instants sur la une, l'histoire d'une enfant muette, murée dans la solitude et soignée par le psychanalyste Bruno Bettelheim. Il décrit ce cas et ses lents progrès dans la forteresse vide. Ce soir, deuxième volet du portrait de Bruno Bettelheim, réalisé par Daniel Carlin. Nicolas, ça ne va pas? Chut, vous allez réveiller tout le monde. Ça y est, c'est gagné. Oh, c'est toi, Fred? Eh oui, c'est moi. Oui, Nicolas n'aime pas être mouillé. Alors, tu ne connais pas Pampers? Pampers? Ah bah t'es bien le seul, hein. Ah bon? Je vais te montrer, tu vas voir. Les couches ne se valent pas tout? Mais non, la qualité du voile, ça c'est important. Le voile? Pourquoi? Regarde cette éponge, elle absorbe l'eau mais la laisse remonter. Ah oui, c'est mouillé. Oui, mais avec le voile de Pampers, Nicolas ne sera pratiquement pas mouillé. L'humidité se disperse dans le coussin absorbant, mais le voile protecteur de Pampers l'empêche pratiquement de mouiller la peau de bébé. Mais c'est assez serré. Mais attendez, vous n'avez pas tout vu, les adhésifs de Pampers sont réajustables. Bébé, on va changer pour Pampers. Tous les bébés méritent la protection Pampers. Un nouveau parfum. Tu aimes? Mhm. Idiot, c'est mon nouveau savon, le nouveau Camet. Le nouveau Camet. Oui, regarde, il est rose, nacré. C'est vrai, il n'est pas comme les autres. J'aime sa mousse légère, douce. Il me laisse la peau si douce. Voyons. Le nouveau Camet, c'est mon produit de beauté. C'est vrai que tu es très en beauté ce soir. Si on sortait. Et si on restait? Nouveau Camet, pour le plaisir de séduire. C'est dans une sélection de nos meilleurs meules d'Emmental que sont coupées les délicieuses portions de meules d'or. Meules d'or coupées dans nos meilleurs meules. Meules d'or. Côté boulot, ça va pas mal. Côté cœur, ça va plutôt bien. Mais alors, côté chaussures, ça va très bien. Brévia, le petit geste fraîcheur dès le matin. Brévia, le protège-slip tout mince de forme anatomique. Brévia, et c'est parti pour une journée de fraîcheur. De la sauce sur mon chemisier. Pourvu que j'arrive à l'enlever. On se calme. Laisse tomber ta poudre, j'ai ce qu'il te faut. Vizir et son nouveau bouchon, Versenette. Versenette, c'est lui qui va avoir tout ça. Déjà, avec ma poudre, je risque d'avoir du mal pour enlever cette tache de graisse. Oui, mais avec Vizir, cette saleté, liquidée. Je demande à voir. Regarde, avec le Versenette, tu verses, c'est pratique. Un peu sur cette tache, la dose en machine, tu rebouches, c'est net. Astucieux, ça récupère les gouttes. Et ta bouteille reste à... Dis donc, plus une trace de graisse. Mon chemisier est vraiment propre. C'est vrai. Tout mon linge est parfaitement propre. Bon, fini ma poudre. Je garde ton Vizir pour toutes mes lessives. Propre et net avec son Versenette, Vizir liquide la saleté. Dieux et déesses dévergondés dans un opéra féerique, Orphée aux enfers. Et maintenant, au sport d'abord. Ne touche pas de ça. Bon époux, bon père, parlons-en de ses qualités domestiques. Orphée aux enfers, la une est aux anges, la baguette magique d'Offenbach, le plaisir des dieux, c'est sur la une.
La semaine dernière, avec Bruno Bettelheim et les enfants de l'école orthogénique, nous vous avons présenté un autre regard sur la folie. Un regard sur une maladie qu'on peut comprendre et soigner, sur une immense souffrance, et non sur quelque chose d'inexplicable et terrifiant. Nous allons voir aujourd'hui un film qu'a fait Bruno Bettelheim il y a quelques années, et qui raconte l'histoire de Marcia, un des enfants dont il parle dans La forteresse vide. Rappelons tout d'abord que Bettelheim est arrivé aux États-Unis comme réfugié en 1939, après un an passé dans les camps de concentration de Buchenwald et Dachau, et qu'il a pris en 1943 la direction de l'école orthogénique. Docteur, le film que nous allons voir maintenant, c'est un film qui raconte l'histoire de Marcia, dont vous avez parlé dans La forteresse vide. Est-ce que vous pourriez me raconter un peu, disons, les antécédents de Marcia, l'histoire de Marcia avant qu'elle n'arrive à l'école orthogénique? Comme pour tous les enfants souffrant d'autisme infantile, son histoire, sa tragédie plutôt, commence en vérité bien avant sa naissance. Ses deux parents avaient eu l'un et l'autre beaucoup de mal à réagir face aux difficultés normales de la vie. Sa mère avait eu une enfance très dure. Elle posait un problème dans sa famille et n'avait jamais pu s'entendre avec ses parents. Elle avait donc eu une enfance très malheureuse et il en était de même pour son mari. Ce qui est intéressant de plus, c'est que tous deux, avant de se connaître et de se marier, avaient eu une expérience similaire. Ils avaient tous deux été très amoureux et très déçus. Tout cela était arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique. La mère était infirmière et le père, officier de marine. Lui avait beaucoup aimé une jeune fille avant de s'engager et avait reçu d'elle une lettre par laquelle elle lui annonçait qu'elle le quittait. Quant à la mère de Marcia, elle avait beaucoup aimé un officier qui avait été tué au combat. Tous deux étaient donc gravement désespérés et profondément déprimés. Et tous deux espéraient trouver quelqu'un d'autre pour les aider à surmonter leur dépression. Ils se rencontrèrent et s'accordèrent sur la base de leur dépression et de leur malheur mutuel. Ils se marièrent, chacun espérant surtout que l'autre s'occuperait de ses besoins émotionnels et de ses difficultés pour le reste de sa vie. Ils servirent ensemble, elle comme infirmière, lui comme officier. Il parvint d'ailleurs à un grade très élevé à cause du très grand courage dont il fit preuve dans les batailles. Mais ça n'était que dans les batailles qu'il pouvait fonctionner. Quand on ne se battait pas, il se retirait dans sa cabine de commandant parce qu'il se trouvait alors beaucoup trop mal à l'aise en présence d'autres gens pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ça n'est que quand il fallait du courage qu'il pouvait se conduire avec un très grand héroïsme. Ils se marièrent donc, et quand le père eut quitté l'armée après la guerre, ainsi que sa femme, il espéra que, comme sa femme était infirmière de profession, elle allait le soigner pendant tout le reste de sa vie. Elle devint enceinte, et ce fut un choc terrible pour lui parce qu'il eut peur que cet enfant à naître allait lui prendre la seule chose qui lui donnait un sentiment de sécurité dans la vie, c'est-à-dire l'entière disponibilité de son épouse. Et quand la mère fut enceinte de 6 mois, il eut une telle dépression nerveuse qu'on dut l'hospitaliser. On le soigna, il s'en sortit. Et pendant ce temps, l'enfant était né. Mais c'était une atmosphère extrêmement triste. Et pour en échapper, la mère reprit un travail d'infirmière en laissant l'enfant à toute une série de nourrices. Autre phénomène frappant. Quand Marcia atteint l'âge de 18 mois, c'est-à-dire au moment où un enfant devient plus actif et demande plus à ses parents, beaucoup plus, tant sur un plan émotionnel
que physique, le père fit une deuxième dépression complète qui nécessita une longue hospitalisation. Il suivit alors un traitement psychiatrique de longue durée et ne s'en sortit que très lentement. La mère, qui avait elle-même très peu à donner, se retrouva donc dans la situation d'avoir à s'occuper à la fois de cet enfant, à un moment où il demandait particulièrement de soins, et de ce mari schizophrène qui demandait encore plus. Elle se sentit complètement piégée. Son seul désir était de se sortir de tout cela, mais elle avait bien trop de conscience pour abandonner son enfant. Ainsi, son seul espoir de s'en sortir, c'était que l'enfant puisse ne pas exister. Donc, la mère aurait préféré que Marcia n'existe pas, pour qu'elle ne soit plus ligotée au mari et à l'enfant. Le père aurait préféré que Marcia n'existe pas, pour que sa femme puisse se consacrer entièrement à lui. Ainsi, dès sa plus tendre enfance, cet enfant reçut inconsciemment, à travers les émotions de ses parents, le message que tout le monde se trouverait beaucoup mieux si elle n'existait pas. Se retirer dans l'autisme infantile est en fait la manière la plus proche pour quelqu'un d'arriver à un état de non-existence, tout en restant en vie, si on peut appeler cela vivre. Autre phénomène frappant, Marcia, qui avait parlé jusqu'à l'âge de 18 mois, parlait normalement en fait, cessa complètement de s'exprimer au moment de la deuxième dépression de son père. C'est-à-dire quand le message qu'elle ne devrait pas exister s'intensifia brutalement. Et elle ne retrouva le langage qu'après des années passées avec nous, bien des années plus tard. La mère, qui était très consciencieuse, chercha très tôt une aide psychiatrique pour Marcia, et dans de nombreux endroits. Comme l'enfant ne participait absolument pas, était muette, s'asseyait dans un coin en agitant ses mains, ne faisait rien d'autre, fantasmant peut-être, on diagnostiqua toutes sortes de choses, depuis des dommages du cerveau jusqu'à la débilité et à l'autisme infantile. Mais non seulement Marcia cessa de parler, se retira du monde, ne regardant plus personne, ne jouant plus, mais juste avant l'âge de 3 ans, elle cessa d'aller à la scène. De faire quoi que ce soit dans ce monde, même avec son corps, était trop dangereux. Et elle ne voulait plus aller à la scène. La mère institua donc un régime de lavement. Au début, elle les accepta, puis elle se débattit violemment. On établit donc une sorte de rituel suivant lequel les parents essayaient ensemble d'attraper Marcia, qui se sauvait quand elle savait qu'on allait lui donner un lavement. Le père, alors, la tenait contre lui, la pressait contre son corps pour que la mère puisse donner le lavement. Premièrement, cela était un viol terrible de son propre corps. Mais en même temps, c'était le seul moment où son père lui montrait de l'intérêt et avait un contact physique avec elle. Cela devint donc extrêmement sexualisé et érotisé, et cela aussi représente un facteur très destructeur dans l'histoire de sa vie, parce que c'était à la fois extrêmement douloureux, mais aussi extrêmement excitant. Ce qui crée une confusion interne telle qu'elle ne pouvait même plus faire confiance à sa propre expérience, à son propre corps et à ses propres sentiments, parce que ce qu'elle haïssait le plus était en même temps ce qui lui procurait la plus grande excitation, et le seul vrai contact corporel direct qu'elle avait avec ses parents. Elle se trouvait donc d'une étrange manière continuellement coincée par le fait qu'elle avait envie de ce qu'elle haïssait le plus, et elle commença à se haïr elle-même pour désirer ainsi ce qu'elle haïssait. Enfin, je pourrais continuer, mais c'est une longue histoire. Quel âge elle avait quand elle est arrivée ici? Je crois 13 ans. Il
Faudrait vérifier. Je crois que c'est 13 ans, oui. 12 ou 13 ans. On peut regarder le film alors. Voici donc comment elle était lors de son arrivée, fermant ses yeux et se bouchant les oreilles pour se couper totalement du monde extérieur. Et s'hypnotisant elle-même en agitant ses mains et en regardant une surface réfléchissante au-delà de ses mains. Et dès que quelqu'un essayait de lui parler, elle se bouchait immédiatement les oreilles, supprimant tout ce qui pouvait arriver de l'extérieur. Regardez comment elle traînait les pieds. C'est à peine si elle était capable de les soulever. Le sable fut le premier objet du monde extérieur, si on peut l'appeler ainsi en le considérant comme l'objet le moins structuré, avec lequel elle essaya de jouer. Et regardez la position de yoga dans laquelle elle s'assied pour protéger son rectum de toute intrusion. Rappelez-vous ces intrusions terribles qu'avaient été les lavements. À nouveau, dès que quelque chose arrive de l'extérieur, elle retourne à cette agitation de ses mains qui l'hypnotise et qui en fait est une manière d'intérioriser tout ce qui se passe. Et regardez aussi les mouvements de tapotage dérivés de l'agitation de ses mains. Et le sable a été la première chose dont elle a essayé de comprendre c'était sa pure et ses propriétés. Ce que vous allez voir d'intéressant, c'est qu'elle se met du sable sur le visage, parce que nous devons tous nous parler à nous-mêmes d'une manière qui nous rend les choses acceptables. Elle porte le sable à sa bouche. Et vous voyez, le sable lui rentre dans les yeux et elle ne l'enlève pas. Elle n'avait aucune de nos réponses réflexes spontanées. Pour nous, nous disions qu'elle prenait un bain de sable. Lorsqu'un objet bougeait tout seul, comme cette balançoire, cela l'angoissait immédiatement et elle se mettait les mains derrière elle, de manière à se protéger. Puis elle commença à aimer que nous la poursuivions. C'était très important parce que ça lui prouvait que nous étions intéressés par elle. Et poursuivez-moi, dit très doucement, fut d'un des premiers mots qu'elle prononça. Elle aimait cette sensation d'être si importante que nous la poursuivions, mais sans la violer, sans pénétrer son intimité. Dès qu'elle nous perdait de vue, cependant, le contact était rompu. Vous voyez, le contact est rompu. De la même manière qu'elle avait pour la première fois étudié un objet, le sable, elle étudie maintenant un jouet habituel, une balle. Regardez sa bouche. Comment elle fait un rond avec sa bouche pour comprendre la rondeur de la balle. Mais à nouveau, elle retourne à l'agitation de ses mains, au tripotage. Vous voyez, elle l'agite pour se sécuriser. Vous voyez, elle agite ses mains au-dessus de la balle, puis elle agite la balle. On peut voir dès maintenant que toute sa compréhension passe par cette agitation des mains. Et de nouveau, il faut qu'elle agite cette balle aux alentours de sa bouche. En même temps, elle apprit à faire quelque chose, non pas avec les autres, mais parallèlement aux autres. S'il s'agissait d'agiter un objet, pour cela, on lui fournit une clochette. Plus tard, elle apprit à enfiler des perles, mais cela aussi se transforme en la même agitation. Et c'est ce que nous voulions, parce qu'il s'agissait pour nous d'essayer de lui fournir un support plus intéressant à sa propre activité, de manière à lui montrer que nous pouvions lui offrir quelque chose de positif qui l'aiderait à vivre. Et bien sûr, l'enfilage des perles, c'est une des premières choses que les enfants apprennent. Puis commença le jeu avec de l'eau. Elle inondait le plancher et elle versait de l'eau de la bouteille dans le seau, puis du seau dans la bouteille, etc. Nous n'avions pas la moindre idée de ce que cela pouvait représenter, ce qui ne nous empêchait pas de faire la seule chose possible, c'est-à-dire d'accepter ce jeu. Et non seulement nous l'avons accepté, mais nous l'avons encouragé parce que nous étions heureux qu'elle fasse quelque chose. Vous allez voir, de l'eau va lui gicler dans les yeux. Et elle va l'enlever. Mais lentement. Parce que ce qui est un réflexe pour nous, elle devait l'apprendre. Il fallait qu'elle y pense d'abord. Et comme nous avions laissé ce jeu d'eau se prolonger, au moment des prises de vue, il durait déjà depuis des mois, elle fit quelque chose que nous voulions qu'elle fît, comme de jouer avec ses cubes.
Je voudrais que vous vous rendiez compte là que pour elle, les êtres humains n'existaient pas encore en tant qu'êtres humains. Parce que vous allez voir un des cubes tomber et son éducatrice le lui tendre. Sa relation avec son éducatrice deviendra plus tard beaucoup plus spontanée et intime. Mais pour le moment, son éducatrice n'est rien d'autre qu'une main, très utile pour lui tendre quelque chose qui vient de tomber. Elle n'a pour elle aucune importance personnelle. Personne à ce moment-là d'ailleurs n'avait une importance personnelle pour elle. Vous voyez? Elle se sert de cette main, c'est tout. Vous vous rappelez qu'à partir de l'agitation des mains, elle avait commencé à agiter une balle. Maintenant, elle ne peut pas encore attraper une balle, mais elle peut la lancer. Vous voyez, c'est encore un mouvement qui s'est développé à partir de cette agitation. Vous voyez comme elle marche encore d'une manière incertaine, mais elle va chercher la balle et elle peut la prendre. Ici, elle apprend à dessiner. Et son éducatrice essaie de lui expliquer certains concepts abstraits, comme le cercle, ou l'ellipse si vous préférez, et le carré. Et vous allez voir comment elle se sert de sa bouche pour comprendre, ou comme nous dirions dans le jargon de la psychanalyse, pour intérioriser. Elle fait avec sa bouche une ligne droite quand elle fait face au problème du carré, et elle ouvre rond sa bouche, comme un cercle, quand elle essaye de comprendre, c'est-à-dire d'incorporer intellectuellement la nature d'un cercle. Mais toujours, il faut qu'elle prenne son temps. Elle a besoin de s'assurer qu'elle le fait parce qu'elle veut le faire, qu'on ne lui impose pas, qu'elle n'est pas poussée par nous, ou forcée, ou manipulée. Tout d'abord, il faut donc qu'elle comprenne comment ça marche avec son corps et ses mouvements. Maintenant, regardez sa bouche. Vous voyez? La bouche fait un cercle pour comprendre. Et maintenant, la bouche est fermée pour former une ligne droite pour comprendre le carré. Elle essaye de comprendre le cercle. Maintenant, nous retournons au carré. Quant au crayon aussi, il doit d'abord être rendu inoffensif et incorporé dans une agitation près de la bouche. Voyez? Maintenant, elle dessine un cercle et elle tente de le comprendre. À ce moment, elle parlait encore très peu. Mais le langage est abstrait et il lui fallait apprendre des concepts abstraits avant de pouvoir commencer à parler. Regardez, comme tout en prêtant une attention minutieuse à ce qui se passe, elle fait semblant de regarder ailleurs. Mais ne vous y trompez pas, elle prête une attention minutieuse à ce qui se passe. Et maintenant, elle essaye de faire les choses elle-même. Comme vous allez voir, son éducatrice, contente qu'elle réussisse, va essayer de la faire aller plus vite encore. Immédiatement, elle s'éloigne. Parce que tout contact corporel était encore trop contaminé pour elle. Elle ne pouvait l'interpréter que comme un acte d'agression, et non comme une relation intime. Puis arriva une étape très importante dans la relation. Elle commença à agiter le bras ou la main de son éducatrice, ce qui représentait un véritable bond. C'est parce que cette agitation était ce qu'elle savait faire de mieux que nous devions l'apprécier, nous devions la comprendre, et pour s'en assurer, elle devait agiter son éducatrice elle-même. Alors, elle pouvait déjà jouer avec une balle. Mais phénomène plus important en termes des concepts de Piaget, elle pouvait maintenant établir la permanence de l'objet. Quand la balle roulait au loin sous une table ou un lit, elle n'était pas perdue, elle pouvait aller la chercher, elle savait qu'elle était encore là. Alors qu'auparavant, dès que quelque chose était loin, elle le croyait perdu. Mais après toute réussite, elle doit retourner et agiter le bras de son éducatrice. Et après seulement, elle peut recommencer à faire rebondir la balle. Un peu plus tard, elle ne pouvait pas encore jouer avec d'autres enfants, mais elle pouvait prendre sa part dans un jeu plutôt compliqué, comme de pousser une balle avec un balai à travers le gymnase et retour dans une sorte de course de relais. Elle pouvait y jouer sa part, mais n'était pas encore vraiment intéressée dans des interactions avec les autres, dans le fait de se sentir concernée par ce que faisaient les autres enfants. Par contre, regardez à quel point sa démarche est devenue déjà différente dans toute cette séquence. Plus tard, dans le développement des concepts abstraits, elle apprit à compter.
Mais ce qui est particulièrement intéressant par rapport à son négativisme, c'est qu'elle comptait toujours à l'envers. Si vous regardez sa bouche, vous verrez qu'elle compte toujours de 10 à 1 et non pas de 1 à 10. Bien que son professeur essaye d'obtenir qu'elle compte de 1 à 10. Ceci étant, était-ce bien du négativisme ou était-ce la réalisation pour elle de la nécessité d'aller en arrière dans sa propre histoire, dans sa propre expérience, pour se reporter à ses expériences les plus anciennes? Ainsi, peut-être va-t-elle de là où elle est à là où elle a été, je ne sais pas. Mais la chose intéressante, c'est que le concept du nombre était si bien développé qu'elle prenait chaque fois exactement le nombre juste de cubes nécessaires à chaque carton. Par exemple, exactement 10 cubes quand elle commençait par la forme de 10 trous, puis exactement 9, etc., jusqu'à 1. Vous voyez, non pas de 1 à 10, mais en arrière de 10 à 1. Puis le jeu d'eau devint plus compliqué. Encore une fois, nous avons filmé chaque activité après qu'elle soit bien établie depuis plusieurs mois. Toutes ces choses étaient répétées une quantité innombrable de fois. Maintenant donc, elle verse d'un verre à une bouteille et à un seau. Ce qui est intéressant, c'est que quand elle verse du verre ou de la bouteille, elle reste debout. Elle avait d'ailleurs appelé la bouteille la Madame Bouteille. Et vous voyez le genre, disons, de forme femelle avec un peu d'imagination. Et ainsi nous savions que la Madame Bouteille représentait sa mère. Et le verre représentait plus ou moins clairement le père. Et le seau dans lequel on versait les choses. Ce seau sans forme particulière la représentait elle-même. Elle reste debout quand elle verse, comme l'un de ses parents, et elle s'assied avec le seau, parce que le seau la représente elle-même. Peut-être recréait-elle ainsi la manière dont ses parents se tenaient debout au-dessus d'elle. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'existence d'une forme relative des symboles des parents et l'absence de forme dans ce qui la symbolise elle. Nous avions donc une meilleure idée alors de ce qu'elle essayait de faire, mais nous n'avions pas encore compris qu'elle recréait véritablement son traumatisme originel lors des lavements. C'est à ce moment qu'elle manifesta de l'intérêt pour le fait d'être filmée. Elle s'en était déjà aperçue auparavant, mais n'y avait jamais prêté attention. Maintenant, alors que son jeu d'eau devenait de plus en plus compliqué, elle le faisait, mais voyez toute l'anxiété que ça créait en elle? Elle saute, elle s'ébroue, elle a peur, elle doit retourner se rassurer auprès de son éducatrice. Maintenant, elle adore être tenue, alors que vous vous souvenez comme au début, elle refusait tout contact corporel. Maintenant, elle les provoque. Et elle est maintenant arrivée à une relation symbiotique avec son éducatrice. Et elle utilisait à ce moment, de manière indéterminée, son nom ou celui de son éducatrice, signifiant bien ainsi cette symbiose agréable, alors qu'elle essayait de se fondre entièrement dans son éducatrice. C'était alors sa source principale de sécurité, à partir de laquelle nous avions l'espoir d'élargir cette sécurité à sa vie et au monde extérieur. Regardez maintenant comme elle court plus facilement. Elle ne perd plus le contact, elle planifie, et elle peut maintenant jouer avec 2 balles avec son éducatrice et un autre enfant. Si la balle tombe, c'est encore trop. Elle ne peut accepter aucune défaite. Mais si elle veut vraiment apprendre quelque chose comme de dominer la balançoire, elle peut vraiment le faire avec une grande détermination. Ainsi, elle a appris d'abord à s'asseoir sur la balançoire, à s'étendre sur elle, à marcher sur elle, et je dirais finalement à se balancer sur elle. Mais regardez bien comme elle essaye de comprendre le fonctionnement de la balançoire à partir de mouvements qui sont directement dérivés de ces mouvements d'agitation et de tapotage. Parce que, bien sûr, nous aurions pu lui apprendre cela de manière mécanique, mais alors, elle n'aurait rien appris vraiment elle-même. Elle aurait été un singe savant, un robot bien entraîné, ce qui sont, je crois, les résultats de simples modifications du comportement, même si on ne s'en aperçoit pas de l'extérieur. Parce que de modifier le comportement de l'extérieur nie l'autonomie humaine, alors que nous cherchons à développer cette autonomie. Dans quelque état d'inquiétude ou d'énervement que cela puisse nous mettre. Ce qui est intéressant à propos de beaucoup de ces enfants, c'est que la maîtrise d'un phénomène doit précéder sa compréhension. D'abord, il fallait qu'elle domine la balançoire et qu'elle puisse se balancer sur elle avant d'essayer de comprendre comment ça fonctionne comme elle le fait ici. Plusieurs semaines ont passé. Non seulement elle a progressé, n'essayant plus uniquement de regarder le mécanisme là où il fonctionne, mais elle essaye de comprendre. Vous voyez le tapotage et l'agitation? Et comme elle alterne ses mouvements, si vous observez bien ses mains.
et combien elle essaye vraiment de comprendre, comment elle y pense véritablement et n'essaye pas seulement de se protéger de tout ce qui arrive de l'extérieur. Maintenant, elle se balance et même elle ose pour la première fois être vraiment agressive en faisant tomber son éducatrice. Mais si elle le fait, elle est immédiatement effrayée et doit se sauver, comme vous allez voir. Elle fait tomber son éducatrice, ça l'effraie parce que c'est un acte d'agression et elle se sauve. Maintenant, ce qui est important, c'est de la ramener, de lui montrer que cette agression n'entraîne pour elle aucune mauvaise conséquence. Mais lorsqu'elle avait peur comme cela, nous devions rester à distance. Vous voyez, son éducatrice ne la touche pas, car après un tel acte d'agression, elle était beaucoup trop effrayée pour permettre tout contact corporel. Mais en la rejoignant, en lui montrant que nous n'étions ni en colère contre elle, ni ennuyés par son acte, nous lui permettons de revenir et de continuer. Maintenant, elle peut jouer à la balle avec 2 balles, et uniquement avec des enfants, sans éducateur adulte présent. Vous voyez, elle peut ramasser la balle et continuer de jouer. Elle ne se sauve plus comme vous l'avez vu tout à l'heure. Elle tape ses mains, mais elle reste dans le jeu. Et toujours, quand elle fait quelque chose de dangereux, elle a besoin de se rassurer corporellement en se réfugiant dans les bras de son éducatrice. Ensuite, elle commença à sauter après les lustres pour les faire tomber. Nous avons compris ce que cela signifiait quand elle a appelé ce jeu breakfast, c'est-à-dire casser la faim, ce qui ne voulait rien dire. Mais ensuite, elle le prononça break breast, c'est-à-dire casser les seins. Ces lustres représentaient pour elle les seins de la mère, et en les faisant tomber, elle montrait sa colère contre sa mère qui ne l'avait pas nourrie avec les sentiments dont elle avait besoin. Puis le jeu d'eau devint encore plus compliqué et il devenait clair alors que cela avait à voir avec l'invasion de son propre corps, l'invasion de son intimité si vous préférez, mais de l'intimité la plus personnelle que nous avons tous, celle de notre corps et de notre pensée. Elle prend un ours, cet ours représente son père, dont vous vous souvenez qu'il l'avait tenu quand sa mère lui administrait les lavements. Et nous avons aussi réalisé pour la première fois qu'elle n'avait pas été violée seulement par les lavements, mais aussi par une alimentation forcée. D'abord la nourriture de force, et vous allez voir son visage, comme il est devenu expressif de toutes les émotions qui l'agitent, pendant qu'elle verse cruellement, si on peut dire, le liquide dans la poupée. Plus tard, nous avons commencé à comprendre que cette poupée représentait à la fois elle et pas elle. Un moment, la poupée la représente quand on lui infligeait tout cela, et le moment suivant, elle est elle-même et inflige tout cela à la poupée, comme on le lui avait infligé. Elle appelait tout ce jeu la partie de thé. Regardez-la maintenant infligeant le lavement à la poupée. Et regardez son visage et son expression. Et au fur et à mesure qu'elle pouvait montrer ce qui lui était arrivé et le représenter avec sa poupée, son langage se développait. Elle n'utilisait pas encore de pronoms personnels, mais les pronoms personnels commencèrent ensuite à apparaître. Au fur et à mesure que l'on apprend à faire face à la vie, on devient plus une personne, on n'est plus seulement un ça comme une chose, mais un moi, un je qui peut faire des choses. Et chez les enfants autistiques, vous savez l'importance de l'apparition des pronoms personnels et de leur utilisation correcte en tant que témoignage du développement de la personnalité. Ce n'est pas le pronom personnel qui mène au développement personnel, mais au contraire, le développement personnel qui fait apparaître le pronom personnel. Plus tard, elle commença à se choisir elle-même des objets dans des magasins où nous l'emmenions lors des promenades et où nous lui achetions ce qu'elle demandait. En particulier, elle trouva cette bouteille de miel en forme d'ours. Le miel était un liquide que personne n'avait jamais introduit en elle de force. C'était le cas des jus de fruits, du lait, de l'eau qui étaient ainsi devenus contaminés après avoir été introduits de force en elle, pas le miel. Et puis l'ours représentait plus ou moins le père qui avait participé à ce viol. Elle ne suçait pas, mais elle léchait. Regardez comme les mouvements de ses mains sont devenus plus libres, comme son visage est expressif. Le fait de lécher libéra bien sûr son appareil oral, particulièrement sa langue, mais lui libéra le corps et la libéra elle pour la vie, si je peux m'exprimer ainsi. Voyez comme sa langue est devenue plus libre de mouvement chez un enfant qui ne pouvait même pas manger quand elle est arrivée.
Voyez, elle ne peut pas encore danser avec les autres enfants. Elle est assise dans sa position de yoga, mais elle bouge avec la musique. Très vite, ses jambes se détendent. Elle aimerait se joindre aux autres, mais elle ne peut pas le faire. Elle ne peut le faire qu'avec le professeur de danse. Mais ses mouvements sont beaucoup plus libres. Et là encore, elle s'effraie au bout d'un moment. Le mouvement s'exagère et se transforme en une grande agitation. Voyez, comme recommence l'agitation de ses mains, mais elle retourne à la danse et tente de continuer. C'est à peu près à cette époque qu'elle commença à connaître non seulement les membres du personnel, les thérapeutes, mais aussi les autres enfants de l'école. Et pour la première fois, elle ne voulait plus seulement être poursuivie, mais aussi poursuivre elle-même les autres enfants, qui montraient à son égard une grande tolérance. Auparavant, alors qu'elle était totalement isolée, ils l'avaient ignorée. Mais maintenant, ils étaient ravis qu'elle ait, comme on dit, rejoint la compagnie humaine. Parce que pour nos enfants, il est très important de constater que nos méthodes marchent. Ça les encourage beaucoup et ils observent les progrès des autres avec beaucoup d'attention. Ainsi, les enfants étaient très tolérants avec elle. Ils ne couraient pas trop vite pour qu'elle puisse rester dans le jeu. Voyez ? Cette jeune fille est plutôt contente d'avoir été choisie par elle et elle n'essaye pas de l'attraper. Parce qu'ils savent tous à quel point cela est encore effrayant pour elle. Maintenant, elle s'était trouvée une autre poupée avec laquelle refaire la scène des lavements et de la nourriture forcée. Et cela devient plus proche de sa bouche. Elle tripote cet objet et elle l'agite de plus en plus près de la bouche, montrant ainsi combien cette agitation est reliée à ses plus anciennes expériences nourricières. C'est à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que l'agitation de ses doigts était aussi reliée au fait d'être nourrie. Parce que vous pouvez voir que bien qu'elle approche cette petite bouteille de sa bouche, elle n'ose pas encore la faire pénétrer dans sa bouche. Elle ne pouvait pas encore sucer de cette bouteille, mais elle pouvait en jouer contre ses lèvres. Et maintenant, elle aime que son éducatrice l'embrasse et la prenne dans ses bras, même de dos. Avant, chaque mouvement dans son dos lui semblait extrêmement dangereux parce que ça lui rappelait les lavements. C'était au contraire devenu un grand plaisir pour elle de pouvoir être approchée de dos sans être violée. À la même époque, elle s'était procuré ce revolver avec cette balle qui en sortait sans être perdue. Alors que lorsqu'on lui infligeait les lavements, le contenu de son corps était perdu pour elle. Ici, elle a quelque chose qui est expulsé, mais sans que le contenu de cette expulsion soit perdu. C'est ce qui rendait ce jeu si important. Et puis elle s'est procuré cette poupée. Avec ses deux baguettes de tambour, elle a enlevé immédiatement une boule d'une baguette. Ainsi, une des deux baguettes ressemble maintenant à un sein et l'autre à un doigt qui s'agite. Elle indique donc clairement ici que son agitation représentait bien celle des doigts du nourrisson qui cherche désespérément le bout du sein de sa mère quand il veut téter. Ensuite, elle se procura cette longue chose qu'elle appelait un zoomerang et dont elle se servait comme d'un cordon ombilical, montrant qu'elle voulait vraiment être nourrie depuis le corps de la personne qui la maternait. Cela se passait de la manière suivante. Elle se procurait des bonbons, des petits morceaux de nourriture, etc., que sa thérapeute introduisait dans cette longue tige et qu'elle extrayait pour les manger. Ce qui était alors la meilleure chose que nous puissions faire pour elle. Mais cela ne suffisait pas. Elle voulait vraiment être nourrie de bouche à bouche. Vous voyez, son effort pour atteindre la bouche de son éducatrice est vraiment un effort pour être nourrie de bouche à bouche ou de corps à corps, si vous préférez. Elle cherche, elle poursuit la bouche. Maintenant, son langage était tout à fait développé, mais avec une prononciation qui lui était particulière. Mais enfin, elle parlait complètement maintenant et faisait des phrases courtes. On peut dire que jusqu'à la fin, le langage restera quelque chose de difficile pour elle. Parler sera toujours pour elle un effort. Maintenant, elle montre bien ce qu'elle veut, voyez? Elle le prend dans sa bouche et elle dit « C'est ainsi que je veux être nourrie ». Et de nouveau, il faut qu'elle aille se rassurer. Mais elle ne pouvait pas dire « C'est comme ça que je veux être nourrie ». C'était trop effrayant. Ça, elle pouvait simplement le montrer avec des objets. Et maintenant, elle agite de nouveau ses objets nourriciers, les seins et les bras de son éducatrice, et ses propres mains en même temps. Dans un nouveau progrès, elle se servait de cet objet avec lequel elle avait établi une relation entre elle et la personne qui s'occupait d'elle,
Non plus seulement pour être nourrie, mais pour créer et résoudre certaines difficultés comme une famille, par exemple. Si elle fabriquait avec ses petits bonbons 4 figures humaines. La plus grande était elle-même, la deuxième par la taille sa mère, la troisième son père, et la plus petite un petit frère qui venait de naître. Et vous la voyez en train d'essayer de comprendre ce que sont les relations familiales. Elle n'avait pas encore vu le bébé, mais elle avait été informée de sa naissance. Environ 6 mois après la naissance de son frère, elle exprima sa jalousie en le noyant, comme nous pouvons voir, alors qu'elle le baignait. Mais c'était très important, parce que rappelez-vous qu'elle avait été détruite, si on peut dire, par l'élément liquide qu'on avait introduit en elle, les lavements, et ainsi détruisait-elle le bébé. Regardez ce mouvement très intéressant des mains, qui ressemble à un mouvement de prière, et qui s'est développé à partir toujours de son agitation. Mouvement de main avec lequel elle essaye de réagir face à une grande émotion. Ainsi, vous avez ici quelqu'un dans une grande détresse émotionnelle, inventant, pour ainsi dire, le mouvement de la prière. Ce qui pourrait nous faire réfléchir sur cette humanité fondamentale en chacun de nous. Ce qui nous fait, dans certains moments, inventer ou réinventer certains mouvements de base, comme le mouvement de la prière. Voilà une scène intéressante parce qu'elle fait intervenir un autre enfant autistique, un enfant de camp de concentration qui avait été scandalisé par la manière dont Marcia maltraitait son bébé. Alors elle montre à Marcia comment on doit prendre un bébé et s'en occuper. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marcia essaye vraiment maintenant d'apprendre et de comprendre tout ce que cette jeune fille essaye de lui montrer. Elle ne peut pas encore vraiment le faire parce que son ressentiment contre la manière dont elle-même a été traitée dans son enfance est encore trop fort. Mais elle commence à comprendre et à coopérer. Maintenant, elle courait avec une grande aisance et elle aimait particulièrement être poursuivie avant d'aller à la selle. Parce qu'auparavant, elle avait été poursuivie et attrapée avant les lavements et obligée d'aller à la selle. Elle recréait maintenant la poursuite, mais personne ne la forçait d'aller à la selle. Et après une telle poursuite, elle décidait d'elle-même d'aller déféquer. Cela lui prouvait l'indépendance de sa vie et son propre contrôle sur son corps. Elle continuait à apprendre des choses abstraites, comme l'écriture, et le premier mot qu'elle écrivit fut son nom. Son vrai nom était Rosaline, mais je l'ai toujours appelée Marcia pour protéger au maximum sa vie privée. Elle écrivait alors avec de la plasticine, un matériau dont la consistance est très proche de celle du sable mouillé. Et vous vous souvenez que c'est avec du sable qu'elle a commencé par jouer. Proche bien sûr du sable, mais aussi des sels. Mais toujours, lorsque cela devient difficile, il faut qu'elle l'agite, qu'elle le porte à sa bouche, qu'elle le relie à tout son appareil oral. Et quand elle avait maintenant mené à bien une action, elle était bien sûr très heureuse. Encore que pour un enfant de près de 15 ans, c'est pas une très grande réussite que d'être capable d'écrire son nom. Mais pour elle, c'est énorme. Vous vous souvenez qu'une balle avait été le premier objet avec lequel elle avait joué, et la balle fut le deuxième mot qu'elle voulut apprendre à lire et à écrire. Vous la voyez maintenant écrire balle